La vraie force mentale vient du fait d'avoir les bons outils pour faire face aux moments difficiles. Cela ne signifie pas devenir dur et perdre la joie de vivre, mais apprendre à se réinventer, à se relever après une chute et à affronter les problèmes directement. Dans cette vidéo, nous définissons les 10 commandements stoïciens pour éviter de s'effondrer rapidement et garantir que vous ayez l'équilibre nécessaire et la stabilité émotionnelle pour profiter pleinement des moments heureux, du succès et de la joie. Mais d'abord, je dois vous dire que vous regardez cette vidéo uniquement parce que quelqu'un avant vous a souscrit à notre chaîne, l'a aimé et a laissé un commentaire. Faites donc de même et ne brisez pas cette chaîne. 1. Memento Mori. À chaque conquête de l'Empire romain, les généraux victorieux étaient au centre des célébrations, défilant sous les applaudissements et l'admiration de tous dans les rues principales de l'ancienne Rome. Le général victorieux avait tout, la gloire, l'honneur et le respect, que demander de plus? Mais au milieu de la fête, un adjoint presque oublié murmurait un rappel, « Tu mourras aussi ». Cette idée, proposée par Lucius Annae Seneca, visait à inciter tout le monde à réfléchir à la mort, une vérité incontestable. Ce rappel que nous sommes mortels est valable non seulement en période de joie, mais aussi en période de difficulté. Nous vivons souvent comme si nous l'avions oublié, en essayant d'ignorer la réalité que nous sommes tous vulnérables et que nous mourrons tous un jour. Parfois, nous laissons notre fierté nous empêcher de réfléchir à quelque chose qui remet en question l'histoire que nous aimons raconter sur nous-mêmes. C'est pourquoi l'adjoint murmura à l'oreille du général, « Nous allons tous mourir ». Ce rappel défie notre propension à ignorer ce qui nous effraie. Marcus Aurelius écrivit dans les « Méditations » comment notre conscience influence nos actions et nos pensées. Tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse-la façonner tes actions, tes paroles et tes pensées. Pour les stoïciens, se souvenir du « Memento Mori », c'est-à-dire que nous allons mourir, n'est pas quelque chose de triste, mais quelque chose qui donne sens et direction à la vie. C'est un rappel que la vie est précieuse et limitée, qui nous pousse à apprécier chaque instant et à l'utiliser de manière significative. Cette perspective nous enseigne la gratitude et nous incite à vivre consciemment. Sénèque nous conseillait de nous dire, tu pourrais ne pas te réveiller demain, ou tu pourrais ne pas te rendormir lorsque tu te réveilles. Ces pensées nous rappellent de ne pas gaspiller le temps et d'en profiter pleinement. Nous devrions méditer quotidiennement sur ces rappels et les utiliser comme base pour vivre pleinement notre vie. N'oubliez pas, comme le disait Sénèque, ce n'est pas que notre vie est courte, mais que nous en gaspillons beaucoup. Deuxièmement, Amor Fati. Dans la Rome antique, au cœur de l'agitation, on pouvait trouver de nombreux commerçants, des vendeurs de tissus fins, des forgerons, des potiers, des coiffeurs et des cuisiniers proposant des mets délicieux. Mais pour expliquer notre deuxième précepte, racontons l'histoire d'un artiste remarquable, un créateur de miroirs. Il fabriquait toutes sortes de miroirs, certains reflétaient son propre visage tel qu'il était, d'autres jouaient avec son image et créaient des caricatures amusantes. La vie de ce commerçant n'était pas facile, car sa survie dépendait directement du succès de son entreprise et pourtant, sa famille ne souffrait pas du besoin. Il comprenait les défis du commerce et les surmontait avec brio. Sa philosophie de vie était très simple, les choses sont comme elles devraient être, et elles se produisent pour une raison précise. Cela le motivait chaque jour, même si beaucoup ne comprenaient pas son acceptation du destin et le critiquaient beaucoup pour cela. Mais pour cet artisan, ce n'était pas de la passivité, mais plutôt l'apprentissage de respecter la vie et de suivre son cours. Il croyait que comprendre son propre chemin et trouver de la joie à chaque étape était le secret pour voir la beauté en tout autour de soi. Un jour, un garçon entra dans le magasin et lui demanda pourquoi il prenait autant de plaisir à fabriquer des miroirs. La réponse du commerçant fut profonde et révélatrice, il croyait en Amor Fati, l'amour du destin. Pour lui, ce n'était pas le fruit du hasard, mais une raison pour laquelle il se consacrait à cet article. Le commerçant expliqua que les miroirs étaient pour lui bien plus que de simples objets, ils étaient une manière pour les gens de voir la beauté en eux-mêmes et d'accepter leur vie telle qu'elle est. Il espérait que les gens, en se regardant dans leur miroir, se verraient avec la même passion et admiration avec laquelle il regardait son propre reflet et son chemin de vie. Épictète, un philosophe qui passa la majeure partie de sa vie en tant qu'esclave estropié, confronté à de multiples adversités, nous a donné un précieux conseil, n'attendez pas que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez. Au lieu de cela, souhaitez qu'elles se passent telles qu'elles sont. En réalité, la vie peut se dérouler de manière inattendue. De cette façon, on découvre le bonheur. Cette leçon nous encourage à accepter la vie telle qu'elle vient, et à trouver la joie dans la réalité plutôt que dans nos désirs. Amor Fati est une pratique et une attitude stoïque qui nous enseigne à aimer notre destin. Cela signifie que nous devons tirer le meilleur de chaque situation, même si elle est difficile.
L'essence réside dans le fait d'apprécier chaque instant, même les plus complexes, et de ne pas fuir devant eux. Au lieu d'accepter simplement les événements négatifs, nous devrions les aimer et les utiliser comme des opportunités de croissance. Tout comme l'oxygène alimente une flamme, les difficultés et les défis peuvent nourrir notre potentiel et transformer les obstacles en chances de renforcement. Il y a 2000 ans, l'empereur Marc Aurèle a exprimé une pensée profonde dans ses « Méditations », un feu ardent transforme tout ce qui lui est présenté en flamme et en lumière. Tout comme le feu, nous pouvons utiliser les défis de la vie pour nous renforcer et éclairer notre chemin. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, a souligné la nécessité de développer une conscience de soi authentique pour construire un monde meilleur. Cela nécessite que nous nous examinions de manière critique et que nous reconnaissions équilibrément nos forces et nos faiblesses. Nous avons souvent tendance à surestimer nos forces et à minimiser nos faiblesses, ou à nous voir uniquement à travers le prisme de nos erreurs. Sénèque a touché un point crucial dans l'une de ses discussions avec son ami Lucius, se comprendre soi-même, c'est comme se réveiller d'un sommeil profond. Il pose la question de savoir pourquoi il est si difficile d'admettre nos erreurs, et explique que c'est parce que nous sommes encore dominés par elles. C'est comme si nous rêvions, ce n'est qu'après avoir ouvert les yeux que nous pouvons parler du rêve. De même, reconnaître nos erreurs est un signe que nous acquérons une clarté mentale. C'est pourquoi il nous encourage à nous réveiller et à ouvrir les yeux sur nos vertus et nos erreurs, afin de conserver les bonnes et de corriger les mauvaises. Dans ce processus de prise de conscience de qui nous sommes vraiment, la philosophie se révèle être un puissant outil. Elle a la capacité de nous secouer et de nous sortir de notre zone de confort, où tout semble aller bien même si ce n'est pas le cas. La philosophie nous pousse à faire face à la vérité sur nous-mêmes, à affronter nos limites directement et à travailler pour les dépasser. Pour exploiter pleinement notre véritable potentiel, il est crucial de développer la capacité de nous regarder honnêtement et de reconnaître à la fois nos forces et les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Certaines personnes hésitent à se soumettre à cette introspection intérieure par peur d'être trop dures avec elles-mêmes. Mais être honnête envers soi-même, reconnaître ses erreurs et travailler pour les corriger, ce n'est pas la même chose que de se déprécier ou de se critiquer. Admettre où nous avons fait des erreurs est la première étape pour vraiment grandir et s'améliorer. Comme l'indique Épictète, l'excellence demande du temps et des efforts, tout comme un fruit ne pousse pas de nulle part. Pour ceux qui recherchent des résultats immédiats, le message est clair, la patience est la clé. Le arbre doit d'abord grandir et être bien entretenu avant de porter des fruits mûrs. Il est temps de se réveiller et de commencer à améliorer nos erreurs. La philosophie est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour vraiment nous réveiller, secouer la poussière et nous libérer du profond sommeil dans lequel nous tombons parfois. Elle a le pouvoir de nous ouvrir les yeux sur l'essentiel et de nous encourager à grandir et à évoluer. Sénèque, en tant que conseiller de l'empereur Néron, a sans aucun doute accumulé richesse et tous les agréments que le statut et la renommée offrent. Mais il savait que la vraie force morale ne découle pas du plaisir et du luxe, mais de la capacité à faire face à des adversités inattendues. C'est pourquoi il a choisi une vie simple et a pratiqué une forme d'ascèse quelques jours par mois. Il vivait avec moins que ce qu'il pouvait se permettre, mangeait des aliments très simples, travaillait dur toute la journée, dormait par terre et portait des vêtements modestes. Il ne se contenterait pas seulement de prévoir mentalement une situation difficile, mais il la vivrait également et se demanderait ensuite, est-ce cela que je redoutais auparavant ? Sénèque nous enseigne que le réconfort peut être une forme très néfaste d'esclavage. Cela se produit parce que lorsque nous nous sentons bien, nous vivons avec la peur constante de perdre ce que nous avons, que ce soit par les actions des autres ou par des changements inattendus. Mais si nous sommes capables non seulement d'anticiper les difficultés, mais aussi de les vivre volontairement, l'inattendu perd son pouvoir de nous ébranler. Pour Sénèque, la véritable liberté réside dans la capacité à vivre. Il comprenait que tant les bons que les mauvais moments sont éphémères, tout comme la vie elle-même. Ainsi, la sagesse ne consiste pas à accumuler des richesses ou des commodités, mais à apprendre à bien vivre avec ce qui est vraiment nécessaire, et à se renforcer pour pouvoir affronter à la fois la prospérité et les épreuves. Connais-toi toi-même. Zénon de Citium, un philosophe grec qui a fondé le stoïcisme, croyait que le véritable calme et la paix intérieure résidaient dans le maintien d'un équilibre émotionnel et dans le fait de faire face à la fois à la joie et à la tristesse avec la même sérénité. Selon lui, la domination du monde commence par la maîtrise de soi. Parfois, nous voulons contrôler tout ce qui nous entoure, mais nous n'avons pas le contrôle sur nos émotions les plus fondamentales. Ce contrôle ne signifie pas ne rien ressentir ou cacher ce que nous ressentons, mais plutôt ne pas permettre à des émotions fortes de nous dominer et de permettre à la colère, à la peur, à l'incertitude et à la vanité de déformer notre perception de la réalité. Dans le stoïcisme, cet état d'équilibre émotionnel est appelé apatheia.
contrairement à l'apathie, qui signifie un désintérêt total pour les émotions, ce qui n'est pas le but du stoïcisme. Selon la vision stoïcienne, la recherche de la paix intérieure consiste à contrôler nos émotions et à être capable de voir la situation telle qu'elle est vraiment, sans être influencé par nos sentiments, qu'ils soient négatifs ou positifs. Adopter une attitude d'indifférence n'est pas la bonne voie, cela ne fait que distancer la personne de la réalité et mène au chaos. Dans le stoïcisme, il ne s'agit pas d'être indifférent au monde, mais de comprendre et de maîtriser ses propres émotions pour ne pas être dominé par elles. Après cette réflexion, une personne sage est quelqu'un qui transforme les sentiments négatifs en positifs, la peur en prudence, les erreurs en apprentissage, la douleur en opportunité de croissance. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais d'apprendre à les reconnaître, à les comprendre et à réagir de manière équilibrée. Dans le stoïcisme, nous disposons d'outils pour façonner de nouvelles réactions émotionnelles, plutôt que de simplement réagir à tout ce qui nous arrive, que ce soit avec colère, peur, incertitude ou envie. Nous commençons à réfléchir, à analyser et à choisir une réaction émotionnelle qui correspond à nos valeurs et à la personne que nous voulons être. Il s'agit de ne pas perdre la tête et de ne pas être poussé à l'action par les émotions, que ce soit dans des moments d'euphorie ou de tristesse et de difficulté. Cela est conforme à la notion d'Aristote selon laquelle la vertu réside dans l'équilibre et non dans les extrêmes émotionnels. La différence entre l'apathie et l'indifférence est cruciale ici, l'apathie concerne l'équilibre et le contrôle émotionnel, tandis que l'indifférence est un manque total d'intérêt ou d'émotion. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que le véritable calme découle d'une vie de modération et de tranquillité, et non pas de l'indifférence et de la distanciation émotionnelle. Intelligence interpersonnelle. Dans le 6e livre des Méditations, Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, nous amène à réfléchir sur la méditation, non pas comme beaucoup la voient aujourd'hui, centrée sur les techniques de concentration, mais comme un moyen de se connecter profondément à l'univers. Cette idée a également été appréciée par Zénon de Citium, le créateur du stoïcisme, qui croyait que la séparation entre les êtres humains n'était qu'une illusion. Pour eux, tout dans l'univers est connecté de manière significative et forme une sorte d'harmonie universelle. Marc Aurèle montre, à travers l'exemple d'une ruche, comment nous sommes tous liés les uns aux autres. Si quelque chose de mauvais arrive à la ruche, toutes les abeilles en souffrent. De même, ce qui arrive à une personne affecte tout le monde d'une certaine manière. C'est un point très important pour les stoïciens, lorsque quelqu'un souffre, tout le monde souffre en quelque sorte. L'idée est que le bonheur et la santé de la communauté dépendent du bien-être de chaque individu qui en fait partie. Cela signifie que pour être vraiment empathique et comprendre les autres, nous devons nous rappeler que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme les pièces d'un grand puzzle. Marcus Aurelius parle de « sympathie », un terme qui vient du grec « sympatheia », signifiant « ressentir avec les autres ». Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce que quelqu'un ressent, mais aussi de partager ce sentiment. Cela ressemble à ce que nous appelons aujourd'hui l'empathie, lorsque nous comprenons vraiment et ressentons ce que traverse une autre personne. Pour les stoïciens, nous avons tous, amis ou non, de bons et de mauvais jours, nous traversons des hauts et des bas et sommes influencés par différentes motivations à agir. C'est pourquoi il est important de non seulement être attentif et prudent à notre propre bien-être, mais aussi à celui des autres, et de favoriser une connexion qui nous amène à nous écouter, à nous comprendre et à nous soutenir mutuellement. Même si nous ne pouvons pas comprendre pleinement chaque personne, nous partageons la même base, la même essence, et cela nous unit dans notre voyage à travers la vie. 7. Élargissez votre vision. Platon nous a appris que pour engager une conversation vraiment enrichissante, nous devons prendre de la hauteur, avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe autour de nous. Inspiré par cette idée, Marc Aurèle réfléchissait à l'importance de voir le monde dans son ensemble, des fêtes et des cérémonies au moment de naissance et de mort, de l'agitation des cours aux endroits les plus calmes du monde. Il voyait la vie comme un mélange riche de contrastes et d'expériences et utilisait cette perspective d'ensemble pour mieux comprendre la valeur de la sympathie et la connexion entre toutes choses. Cette façon de regarder le monde comme si nous le voyions d'en haut nous aide à acquérir une nouvelle perspective. Nous pouvons commencer à réaliser à quel point nos soucis quotidiens, nos désirs et même la manière dont nous nous voyons nous-mêmes dans l'univers peuvent être minuscules. Pierre Hadot, un philosophe français et érudit du stoïcisme, croyait que si nous changeons la façon dont nous regardons les choses qui nous entourent, nous pouvons réellement changer ce que nous apprécions, ce qui semblait autrefois si important apparaît soudainement trivial lorsque nous prenons conscience de notre place dans l'univers. Les philosophes stoïciens pratiquaient ces exercices pour améliorer leur façon de penser et d'agir, comme un entraînement de l'esprit et de l'âme. Parfois, nous sommes tellement pris dans nos problèmes que nous ne pouvons pas voir au-delà de nos préoccupations, comme on disait autrefois.
Cette perspective globale nous apprend à apprécier l'ensemble plutôt que seulement notre petite partie. 8. Neutralité morale des événements. Comprendre que nous ne sommes pas le centre de l'univers est la première étape pour apprendre quelque chose de très précieux en philosophie. Les choses qui nous entourent ne sont pas automatiquement bonnes ou mauvaises. Cette idée est extrêmement importante et doit être bien comprise. Cela signifie que les choses qui échappent à notre contrôle, comme la météo ou des événements inattendus, ne doivent pas être automatiquement étiquetées comme bonnes ou mauvaises. Nos décisions et nos actions peuvent être jugées bonnes ou mauvaises, mais pas les événements extérieurs. Il peut être difficile d'accepter et de reconnaître que des situations apparemment mauvaises, comme tomber malade ou perdre un être cher, ne sont pas nécessairement mauvaises simplement parce qu'elles sont telles qu'elles sont. Épicure a été le premier à affirmer que les choses en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce qui compte, c'est comment nous les interprétons. Décidez de ne pas être blessé, et vous ne ressentirez aucun dommage. Cela signifie que notre manière de réagir montre leur effet sur nous. Par exemple, si vous essayez d'aider quelqu'un et qu'il refuse votre aide, vous pouvez voir cela comme une occasion d'apprendre à être plus patient et compréhensif, au lieu de vous fâcher contre sa résistance. Et si vous pouvez maintenir cette attitude dans tous les aspects de la vie, vous vous en sortirez toujours bien. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider comment réagir à ce qui nous arrive, ce qui influencera notre avenir. Décider de voir les choses différemment ne signifie pas changer ce qui s'est passé, mais changer notre réaction. Et cette décision nous appartient totalement. La manière dont nous percevons les événements et y réagissons est bien plus importante que les événements eux-mêmes. Marco Aurelio nous laisse un message puissant: l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que les défis ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des opportunités pour nous prouver, grandir et avancer. Le contrôle interne est essentiel. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, offre des conseils précieux à tous ceux qui font face à des défis, en particulier à ceux qui sont confrontés à des litiges. Il souligne que peu importe notre capacité à argumenter, convaincre ou influencer les autres, nous n'avons pas un contrôle total sur le résultat, comme le jugement d'un juge. Cela nous pousse à réfléchir sur la mesure dans laquelle nous pouvons réellement influencer l'opinion des autres. Épictète suggère de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, notre manière d'argumenter, d'organiser nos idées et de motiver les autres à réfléchir à nos paroles. Cependant, nous ne devrions pas trop nous soucier du résultat final, qu'il s'agisse de victoire ou de défaite, car cela échappe à notre contrôle. L'élément le plus important, que personne ne peut nous enlever, est le contrôle sur nos propres pensées, désirs et actions. Lorsque nous sommes en accord avec nos convictions, nos valeurs et notre façon d'agir, ce qui se passe à l'extérieur n'a pas le pouvoir de nous influencer de manière significative. Cicéron utilise une comparaison avec un archer pour illustrer ce principe stoïcien. Un archer peut tout faire correctement, choisir le meilleur arc et la meilleure flèche, viser soigneusement, mais une fois que la flèche est lâchée, des facteurs hors de son contrôle, comme le vent, peuvent changer où la flèche atterrit. Il est donc illogique de juger l'archer uniquement sur le fait qu'il atteint ou manque sa cible. Cette façon de penser, le stoïcisme, nous enseigne à ne pas mélanger notre valeur personnelle avec les résultats de nos actions. Nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Épictète dit: si c'est mon heure de partir, je suis prêt. Sinon, je vais manger car j'ai faim. Cette perspective pratique de la vie nous aide à vivre de manière plus paisible et plus forte en nous concentrant sur ce que nous faisons et comment nous réagissons, plutôt que sur les résultats qui échappent à notre contrôle. Le cercle vertueux, comme l'a dit Cicéron, nous exhorte à être particulièrement attentifs aux amis et à la famille dont les actions reflètent des vices moraux. Parfois, nous sommes confrontés à la décision, soit nous nous séparons des personnes qui nous retiennent pour pouvoir grandir, soit nous restons avec elles simplement pour ne pas être seuls. Mais c'est une transaction douteuse d'acheter un amour temporaire qui conduit à une stagnation durable. Beaucoup se demandent s'ils devraient tolérer les erreurs des autres par sorte d'obligation morale, souvent par excès de compassion. La réponse à cette question est complexe. Il est important d'être tolérant et de savoir comment gérer les erreurs des autres pour construire et maintenir des relations. Mais comme Aristote nous l'enseigne, il y a des limites. Traiter avec des personnes qui ne nous traitent pas avec respect, gentillesse ou considération peut être éprouvant. Sénèque nous met en garde contre l'importance de limiter les influences négatives dans notre vie. Il est préjudiciable de continuer à passer du temps avec quelqu'un qui entrave constamment notre croissance sans montrer de volonté de changer. Parfois, il est peut-être préférable de réduire le contact avec ces personnes ou même de mettre fin à nos relations avec elles. Le dicton « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es » souligne l'idée que notre société en dit long sur nous.
Il est donc crucial pour notre bien-être et notre développement de choisir consciemment nos amitiés et nos compagnies, de choisir de nous entourer de ceux qui nous encouragent à nous améliorer et de nous éloigner de ceux qui entravent notre progrès. Les 10 commandements stoïciens représentent des siècles de sagesse et nous relient aux outils mentaux et aux idées des philosophes les plus influents qui ont vécu stoïquement, quel que soit leur métier ou leur position sociale. Maintenant, il vous appartient de trouver votre propre chemin. La croissance morale ne signifie pas simplement rejeter tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent, mais examiner ses convictions pour décider ce que vous voulez conserver, ce que vous voulez abandonner et quelles nouveaux valeurs vous souhaitez intégrer dans votre code d'éthique. Déterminez vos règles, vos valeurs, en quoi vous croyez, et commencez à vivre selon ces principes. Et n'oubliez jamais, ce que vous apprenez, vos valeurs, votre caractère, personne ne peut vous les enlever. Même si vous traversez des moments difficiles, vous restez qui vous êtes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez commenter lequel de ces principes vous a plu et lequel vous souhaitez intégrer dans votre vie. Profitez également de cette occasion pour partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Merci de regarder.